Alors, puisque la particule confinée a une énergie qui est quantifiée, eh bien, ça va impliquer que les photons qui vont pouvoir être absorbés ou émis vont eux-mêmes avoir une fréquence, une énergie ou une longueur d'onde qui sont elles-mêmes quantifiées. Donc là, c'est la petite partie un petit peu difficile de ce chapitre. Il faut bien faire attention de ne pas confondre l'énergie de la particule chargée confinée et l'énergie des photons émis et ou absorbés. Alors déjà, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va ranger l'ensemble des énergies que peut avoir donc la particule confinée sur un axe, comme ça, un axe des énergies. Et donc, il y a n égale 1, qui est donc le mode fondamental, qui donne donc une énergie E1. Ensuite, l'énergie du mode n égale 2, le premier harmonique, premier état excité, puis n égale 3, donc ça donne l'énergie du troisième état, n égale 4, etc., etc. Alors on remarque que je n'ai pas mis la même distance entre les énergies parce que vu que l'énergie de la particule est en n carré, eh bien ça veut dire que E2 est 4 fois plus grand que E1, mais E3 est 9 fois plus grand que E1, E4 16 fois plus grand que E1, etc. Alors, ici donc je fais des étages correspondant à chaque état, donc à chaque énergie. Lorsque la particule va absorber un photon, eh bien cette particule va changer de niveau d'énergie. Et donc pour que ça fonctionne, il faut que le photon absorbé ait une énergie qui corresponde à une énergie absorbable par la particule confinée. Et donc quand je dis énergie absorbable, ça veut dire qu'il faut que lorsque la particule confinée absorbe l'énergie du photon, eh bien, il faut qu'elle se retrouve sur un nouveau niveau d'énergie permis. Alors par exemple, si la particule est initialement au niveau d'énergie E2, eh bien, elle va pouvoir absorber des photons uniquement si le gain d'énergie la fait passer au niveau E3 ou au niveau E4 ou au niveau E5, etc., etc. Donc par exemple, passer au niveau E4, comme ceci, eh bien, ça c'est possible uniquement si le photon qui arrive, ici, a une énergie, donc une fréquence, que je vais noter 2/4 pour dire qu'il va du niveau 2 jusqu'au niveau 4, de telle sorte que eh bien, l'énergie du photon 2/4 soit égale à la variation de l'énergie de la particule confinée entre les niveaux 2 et 4. Ainsi, on peut en déduire la fréquence qui permet de faire passer la particule du niveau 2 à 4. Ça va être égal donc au delta énergétique, donc à la différence d'énergie, sur H. Voilà. Donc ça, c'est résumé ici dans cette formule. Et là, donc, on a parlé de l'absorption d'un photon, mais ça marche également pour l'émission d'un photon. Maintenant, supposons que la particule soit à l'état d'énergie E4, qu'elle se désexcite, pour revenir à son état fondamental, E1. Eh bien, l'énergie du photon émis, eh bien, ça va être égal à la variation d'énergie, donc delta E, pour aller de 4 à 1. Donc ça va être égal à E4 moins E1. Et donc ça nous donne comme ça la fréquence du photon émis qui va être nu 1,4. Voilà donc qui nous permet de faire le lien entre l'énergie de la particule qui est quantifiée
et l'énergie, donc la fréquence et la longueur d'onde du photon émis ou absorbé. Donc il faut bien faire la différence entre le terme de gauche qui correspond au photon et le terme de droite qui est donc une différence de l'énergie de la particule. Bon, j'insiste lourdement, mais c'est parce que en général ce sont les erreurs qu'on peut observer. Alors faisons une petite application de ça. Prenons un proton qui est confiné dans une boîte dont la plus petite largeur vaut 10-15 mètres. Alors ce 10-15, je ne l'ai pas choisi au hasard, peut-être que vous avez deviné. C'est parce que c'est la dimension qu'on prend en général pour un noyau atomique. Et justement, un proton, théoriquement, il doit rester confiné dans le noyau. Donc on va voir un petit peu ce que va donner comme photon un proton qui change de niveau d'énergie lorsqu'il est confiné dans le noyau. Donc pour ça, on va d'abord calculer les niveaux d'énergie du proton dans le noyau, donc avec la formule qu'on a vue précédemment, qu'on a démontrée précédemment. Donc là, ça va être donc l'énergie du proton. Donc il va y avoir E1, E2, E3, E4, etc. Donc pour les calculer, ces énergies, je vais utiliser Scilab, on pourrait évidemment utiliser Python. Donc j'ai commencé à écrire le programme, donc j'ai simplement rentré les valeurs, les grandeurs fondamentales, donc constante de Planck, vitesse de la lumière, masse du proton, et donc la largeur du noyau. Donc je veux l'énergie ici des 4 premiers niveaux, vu que je veux le photon émis lors du passage du proton de son niveau 2 à 1, 3 à 1 et 4 à 1. Donc j'ai besoin des 4 premières énergies. Donc je vais ici définir une matrice qui contient les 4 premiers entiers, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, donc, je vais calculer les énergies du proton pour les 4 niveaux d'énergie. Donc la formule c'est n au carré fois h au carré divisé par 8 fois la masse fois la longueur au carré. C'est un grand L. Voilà, donc je peux lancer, regardez ce qui se passe. Donc c'est bon, j'ai bien l'énergie du proton qui est une matrice qui contient 4 valeurs. Alors continuons. À partir de ces énergies de protons, je vais en déduire l'énergie des photons émis. En faisant du coup la différence entre l'énergie du proton, entre le niveau n et le niveau 1. Donc pour ça, je vais faire une petite boucle. Ça ira plus vite. Donc je vais définir un nouvel indice pour m, pour i, qui varie de 2 jusqu'à la longueur de n. Comme ça, c'est général, donc évidemment c'est 4. Mais si je veux utiliser 50 niveaux d'énergie pour avoir les 49 premières énergies du photon, il suffit que je remplace ici le 4 en 50 ou 90, et puis ça marchera toujours. Donc pour chaque indice qui va de 2 jusqu'à 4, donc l'énergie du photon, alors non pas petit i, parce que le premier c'est 2, donc pour commencer à 1, il faut que je fasse indice i-1. Donc l'énergie du photon d'indice i-1, ça va être égal à l'énergie du proton de l'état excité, donc ici l'état excité c'est i, moins l'énergie du proton dans son état fondamental, qui est donc la première valeur. Voilà, je teste. C'est bon, ça a marché, j'ai bien la matrice qui contient donc 3 valeurs, c'est normal, vu qu'il n'y a que 3 intervalles ici. À partir de là, je vais en déduire la fréquence des photons en faisant tout simplement l'énergie des photons
divisé par la constante de Planck. Et je vais en déduire la longueur d'onde des photons en faisant tout simplement C sur la fréquence. Hop. Et donc voilà les différentes longueurs d'onde. Alors pourquoi est-ce que ça m'a fait une colonne? Je ne sais pas. J'ai dû faire une bêtise quelque part. Non, je pense pas. Du coup, on peut conclure. Donc on a fait, pour rappel, E photon est égal à delta E proton sur H. Donc pour n égale à 2 vers 1, n égale à 3 vers 1, n égale à 4 vers 1. Et donc on est arrivé aux fréquences. Donc la fréquence pour le passage de 2 à 1, ça va être égal à 1,46 10 puissance 23. On va dire 1,5. La fréquence pour le niveau 3 à 1, donc a priori il y a plus d'énergie puisqu'il y a plus d'écart énergétique, donc la fréquence doit être plus importante. C'est bien le cas, on a à peu près 3,9 10 puissance 23. Et donc la dernière, on a 7,3 10 23. Bon, les longueurs d'onde, bon, j'ai plus la place de les écrire, mais on voit que c'est du 10-15, 10-16 mètres. C'est extrêmement petit comparé à la longueur d'onde du visible qui est de l'ordre de 0,5 10-6 mètres. C'est extrêmement petit. D'ailleurs, je vous ai mis ici le petit schéma qui donne la comparaison entre les fréquences et les domaines électromagnétiques. Et donc ici, ah bah mince, il manque les valeurs. Bon, je vous la remontrerai. Et du coup, là, on est très clairement dans les rayons gamma. Donc, pour conclure, on voit qu'un proton confiné dans le noyau, eh bien, lorsqu'il est excité ou désexcité, eh bien, ça va être avec des photons gamma. Donc la seule possibilité pour faire des rayons gamma sur Terre, c'est qu'il y ait des transformations nucléaires. Ce sont les seules transformations qui mettent en œuvre suffisamment d'énergie par processus élémentaire pour qu'il y ait des rayons gamma qui soient créés. Et donc c'est comme ça, par exemple, qu'on fait, si on détecte des rayons gamma, eh bien, on sait qu'il y a un processus radioactif en cours. Alors après, les chiffres ici, il faut les prendre vraiment avec beaucoup de prudence, parce qu'on a pris un modèle qui est vraiment très simplifié pour le proton dans le noyau, puisque je vous rappelle que la formule initiale, on l'a pour des particules libres. Or, les protons, ils sont en interaction forte avec les autres membres du noyau, donc les autres protons et les neutrons. Donc ils ne sont sûrement pas libres. Donc ici, ça donne un ordre de grandeur qui est sûrement le bon à quelques puissance 10 près. Donc ça nous explique pourquoi on obtient des rayons gamma, mais il ne faut vraiment pas y faire plus attention que ça. Voilà, je vous remercie, à bientôt.